Bonjour chers amis, on va parler d'éoliennes et en effet, comme l'a dit Roland, le sujet peut paraître décalé, si j'ose dire, par rapport à tous les thèmes qui nous préoccupent. Il ne l'est pas tant que ça. Et si j'ai écrit à la demande de Roland, parce que c'est lui qui en a tout le mérite, c'est de m'avoir sollicité en me disant « écris ce livre », parce que la pression montait, plus j'étudiais le sujet, plus je me rendais compte qu'il y avait un sujet de fond, un sujet de combat, qui est profondément un combat pour l'ordre naturel, un combat pour la France et les Français. Et je vais vous l'expliquer en quelques minutes seulement. Le combat contre les éoliennes, c'est un combat contre l'aberration du vent. Mais, me direz-vous, le vent, c'est quelque chose qui est gratuit, qui souffle et qui est inépuisable. Donc ça ne peut être que bien. Eh bien non. Le vent, bien sûr, est neutre. D'ailleurs, en matière de droit, le vent fait partie, comme un certain nombre d'autres choses, de ce qu'on appelle des res nullius, des choses qui n'appartiennent à personne. Aujourd'hui, le vent est j'allais dire, sous couvert du vent, nous sommes en train de tuer des Français. Et je vais vous expliquer pourquoi. Car c'est un scandale de santé publique. Nous sommes en train également de mettre à bas ce qui a été une des grandes forces de la France, c'est sa puissance énergétique, et je vais vous expliquer aussi pourquoi. Et c'est un scandale économique, et c'est un scandale de corruption politique. Voilà. À ce titre-là, je vois mal comment le combat que nous partageons tous ici, chers amis, ne prendrait pas en compte ce fait et n'expliquerait pas pourquoi. C'est la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre. Premièrement, c'est un scandale de santé publique. Pourquoi? Parce que les éoliennes, je regarde juste ma montre pour être sûr que personne ne s'endorme, la salle est en plus assez chaude en température et je ne veux pas que vous vous endormiez. Voilà. Et en plus, il n'y a pas de vent, donc il n'y a pas d'éoliennes. Scandale de santé publique, et là, c'est très sérieux. Les éoliennes sont une atteinte contre le bien. La France, dans le monde de l'éolien, est quasiment le seul pays où le périmètre de sauvegarde et de protection des riverains face à un parc éolien est seulement de 500 mètres. 500 mètres, me direz-vous, mais c'est très bien. Ça protège. Ça protège de quoi? L'Allemagne est à 1500 mètres. L'Italie est entre 1500 et 2000 mètres. Si problème, Gabriele ou Massimo pourront corriger, mais c'est ce que j'ai en tête. L'Espagne est à 1500 mètres. L'Angleterre, c'est en Malte, c'est entre 1800 et 2000 mètres. Parce qu'on a encore peut-être dans ces pays-là le souci des Français, en l'occurrence pas des Français, mais des nationaux et des gens qui habitent dans ces pays. En France, non. 500 mètres, c'est la distance. Or, en 2006, l'Académie de médecine française avait émis un avis et une recommandation en disant « N'élevez pas de parc éolien à moins de 1500 mètres de toute habitation ». Ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait pourquoi? Parce que simplement la France a une spécificité historique et géographique qui fait que nous avons environ 35 000 communes, parce qu'il y a énormément de regroupements aujourd'hui, mais un habitat extrêmement dispersé, qui provient d'ailleurs de l'histoire, et de l'histoire de nos nombreuses paroisses, nos nombreux villages qui se sont créés et qui ont essaimé pendant toute l'histoire de France. De ce fait-là, si on mettait un périmètre de 1500 mètres, eh bien les requins, les vautours, qui sont derrière ces projets éoliens dont vous apprendrez qu'ils rapportent énormément, ceux-là ne pourraient pas atteindre les objectifs qui ont été fixés par la Commission européenne à la France. C'est-à-dire avoir 20% de son énergie qui soit une énergie d'origine renouvelable à horizon 2020. C'est à eux qu'on doit tout ça. Alors, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de mal à avoir des éoliennes à moins de 1500 mètres? Une chose dont personne ne parle, et que vous lirez dans le livre, vous avez peut-être déjà lu si vous avez lu le livre, à savoir que les éoliennes émettent des infrasons. Les infrasons, ce sont des sons de très basse fréquence que nous n'entendons pas. Les animaux les entendent.
ils les sentent. L'homme ne les entend pas. En revanche, le corps et l'organisme les encaissent. Et en les encaissant, ils minent l'organisme et ils créent des affections, des pathologies dramatiques. À tel point qu'on sait parfaitement sur le plan médical, et j'arrêterai là sur ce scandale, on sait parfaitement que lorsqu'un parc éolien est ouvert, les premiers qui souffrent, ce sont les personnes qui avaient des pathologies antérieures, de toute nature, au cerveau, aux oreilles, aux yeux, au cœur, etc., etc. Mais personne n'en a cure en France, parce que la question, ce sont les milliards qui sont derrière, et vous allez comprendre pourquoi. Donc, scandale de santé publique. Scandale de santé publique, au point que je dis clairement dans le livre, j'écris clairement dans le livre, que ce scandale devrait valoir à nos dirigeants et à ceux qui sont derrière ces projets et ces autorisations, la Cour de justice de la République. Alors, c'est de mauvais augure ce que j'ai dit là, parce que dans le livre, j'ai écrit aussi qu'il y avait un service en France qui était exemplaire, qui s'appelle le Service central de lutte contre la corruption. Le livre est sorti en début d'année 2017, sauf erreur, Roland. Et depuis, figurez-vous que, eh bien, au premier trimestre 2017, j'ai dit beaucoup de bien de ce service central de lutte contre la corruption, parce qu'il a osé écrire à l'État qu'il avait des pratiques mafieuses sur l'éolien, et que c'était un sujet de corruption de nombre d'élus et d'autorités administratives. Eh bien, au premier trimestre 2017, le service central de lutte contre la corruption a été dissous dans la loi Sapin 2. Il a été remplacé par une autorité nébuleuse de lutte contre la corruption qui n'a pas le quart des pouvoirs du service central de lutte contre la corruption. Vous avez compris. Alors, comme je parle de la Cour de justice de la République dans le livre, je pense qu'elle va être dissoute. Et ceux qui lisent la presse dans le détail doivent savoir que dans les projets de Macron, il y a un projet de dissolution et de remplacement de la Cour de justice de la République. Alors écoutez, dans une prochaine version du livre ou un prochain tirage, je vais essayer de trouver un autre organisme administratif qui disparaîtra comme ça si ça continue. Voilà. Mais je pense que c'est important à savoir tout ça, parce que derrière vous vous dites, mais pourquoi se bat-on contre les éoliennes pour un scandale de santé publique? J'ai quand même fait une extrapolation dans l'ouvrage qui dit que si nous respectons les objectifs de la Commission européenne, organisme non élu, je vous le rappelle, hein, qui nous impose ses choix, si nous faisons ça, eh bien il y aura à horizon 2020 1 200 000 personnes qui souffriront dans leur chair à cause des éoliennes. Je pense qu'il faut bien avoir ça en tête. C'est donc une lutte au nom du bien. C'est aussi une lutte au nom du vrai. Car nous devons lutter contre les éoliennes parce qu'on nous dit qu'elles permettent à la France d'avoir une énergie propre et de ce fait de rester dans la compétition mondiale. C'est absolument faux. La France a aujourd'hui un modèle énergétique qui est encore l'un des meilleurs du monde. Il l'était il y a encore 5 ans. Avec l'évolution des énergies renouvelables et de l'éolien, on est en train de dégrader ce modèle. Ce modèle était composé à 80% environ, peu ou prou, d'énergie d'origine nucléaire, c'est-à-dire une énergie qui n'émet pas de CO2, qui n'émet pas de gaz à effet de serre. Or, le combat de la Commission européenne, c'est au nom du réchauffement climatique, auquel je consacre un chapitre dans le livre pour expliquer le scandale du réchauffement climatique, mais c'est un autre sujet, on ne le traitera pas ici, on ne peut pas le traiter ici. Eh bien, simplement, avec 80% d'énergie électrique d'origine nucléaire, nous n'émettons pas de CO2. Donc nous sommes conformes à la propreté voulue pour lutter soi-disant contre le réchauffement climatique. Secondement, nous avons 14% d'énergie d'origine hydraulique, énergie extrêmement propre, et notre variable d'ajustement pour compléter, car il faut une constance dans la production d'électricité, que ce soit pour nos industries ou pour nous-mêmes, eh bien, elle se fait avec une variable d'ajustement qui est d'origine thermique, gaz, pétrole, qui, elle, pollue en effet, si tant est que l'émission de gaz à effet de serre soit une pollution. D'accord ? Voilà. Et ce modèle-là va être détruit par l'établissement de nos objectifs en matière d'éolien. Pourquoi ?
parce que les dirigeants qui prétendent s'occuper de notre bien et de la France n'ont jamais pensé que le vent ne soufflait pas tout le temps. Vous savez, tous ces crapeux qui ont des idées géniales, qui sont toutes détachées du réel. Et donc, quand il n'y a pas de vent, que se passe-t-il? Eh bien, si nous étions à 60% d'éolien ici en France, par exemple, de production d'énergie électrique, eh bien, le vent s'arrête, il n'y a pas beaucoup de vent aujourd'hui, nous n'aurions pas de lumière, nous n'aurions pas de micro. On arrêterait la réunion et on attendrait que le vent se mette à souffler pour reprendre mon propos. Hein? C'est ça dont il est question. Quand le vent ne souffle pas, que fait-on? Alors les Allemands, qui sont le modèle dont on nous rebat les oreilles dans tous les médias aux ordres, eh bien les Allemands se sont jetés à corps perdu dans l'éolien il y a une dizaine d'années, quinzaine d'années, sous l'influence des Grünen. Vous savez, les pastèques, verts à l'extérieur et rouges à l'intérieur, dont faisait partie un éminent conseiller actuel du président qui s'appelle Daniel Cohn-Bendit, quand même. Il ne faut pas l'oublier. Ami du vice-chancelier d'Allemagne de l'époque Schröder, qui s'appelait Joschka Fischer. Tous ces gens-là, le patron des Grünen. Ces gens-là se sont jetés à corps perdu dans l'éolien et ils se sont bien sûr aperçus que le vent ne soufflait pas tout le temps et qu'il fallait donc une énergie supplétive. Qu'ont fait les Allemands sans rien dire à personne? Ils ont réactivé des centrales à charbon existantes, notamment en Allemagne de l'Est, parce qu'il y en a, ex-Allemagne de l'Est, parce qu'il y en avait pas mal encore, et ils en ont créé une nouvelle sans rien dire à l'Europe. Que font les centrales à charbon? Et que fait l'Allemagne aujourd'hui? L'Allemagne est le deuxième pays pollueur en matière d'émissions de CO2 du monde, derrière les États-Unis. Et lorsque Anne Hidalgo à Paris, puisqu'on n'est pas loin de Paris, nous parle de la pollution sur Paris, des particules fines et du CO2, il faut savoir une chose, c'est que lorsque le vent souffle à l'est, eh bien nous avons la pollution et les particules fines et le CO2 qui vient jusqu'à Paris et plus loin même des centrales à charbon des Allemands qui nous viennent de leur folie vers l'éolien. Voilà ce qui est, voilà le sujet de fond. Et donc, on va nous mettre à plat notre énergie et notre modèle énergétique qui est l'un des meilleurs du monde. Voilà ce qui va arriver. Alors nous serons à genoux. Il y en a un qui s'était réjoui, c'était le président de GDF Suez, devenu aujourd'hui Engie, qui avait dit un jour, mais de toute façon c'est merveilleux l'éolien, parce que imaginez une île verte, il avait pris une allégorie, imaginez une île verte qui a besoin de 1000 mégawatts pour assurer son autonomie énergétique. Elle construit donc un parc éolien de 1000, mais qui produit 1000 mégawatts, sauf que comme le vent ne souffle dans cette île qu'à 30% environ, il faut la compléter avec 70%. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va construire des centrales à gaz, parce que la centrale à gaz, il avait employé l'expression, une centrale thermique à gaz, c'est merveilleux, c'est comme une mobilette, on la démarre comme ça. Ça part au quart de tour. C'était son expression. Formidable. Et il ajoute, bon, j'ai quand même un problème sur le modèle, parce que ça va coûter le parc éolien, qui ne fournit pas tout le temps, ça va coûter la création des centrales thermiques au gaz, ça coûte cher, et ça va surtout coûter en matière d'énergie, parce que de toute façon, pour amortir le capital d'une centrale au charbon qui ne produit pas à 100%, mais seulement à 70%, eh bien, ça va donc faire un amortissement du capital plus élevé, plus long, et donc ça va coûter encore plus cher en termes d'énergie. Voilà ce qu'avait dit Gérard Mestralet, président directeur général de GDF Suez, il n'y a pas si longtemps que ça, c'était au Forum de Montréal en 2011. Pardon. Voilà, pour vous dire l'aberration de ce projet-là. Mais ce n'est pas une aberration pour tout le monde, parce que qu'importe, oui, le prix, l'éolien renchérit le prix de l'électricité, pour cette raison-là, mais pour une autre raison aussi. C'est que dans les contrats avec les consortiums qui construisent les éoliennes, qui sont tous étrangers, il n'y a pas un Français, puisque nous n'en avons pas. Ce sont des Allemands, ce sont des Danois, ce sont des Espagnols, avec Gamesa, etc. Je ne citerai pas tous les noms, Vestas. Et donc, ces consortiums, on se demande pourquoi ils se ruent sur la France pour construire des éoliennes. Eh bien, la raison est très simple. C'est que l'État français a imposé à EDF de signer des conventions avec ses producteurs d'électricité. Vous savez, les écologistes, toujours la main sur le cœur, quand ce n'est pas leur argent. Eh bien,
de signer des conventions de production d'électricité dans lesquelles EDF est obligé de racheter l'électricité éolienne à entre 3 et 4 fois le prix auquel elle le produirait elle-même. C'est donc un dossier d'appauvrissement généralisé et de destruction de valeur de la France et des Français. Et pourquoi est-ce que je dis des Français? Parce que vous ne le savez peut-être pas. Mais quand vous prenez votre facture EDF, si vous la retournez, au dos, vous avez une petite ligne qui s'appelle « Contribution au service public de l'électricité ». Regardez-la bien. Regardez-la bien. Au moment de clore les dernières lignes du livre, avant de le transmettre à Synthèse Édition, je suis allé consulter une dernière fois ma facture. Eh bien, dans ma facture d'électricité consommée, s'ajoutait 25,32% de taxes CSPE, contribution au service public d'électricité, 25,32% de ma consommation. C'est un impôt. Mais mieux que ça, parce que l'État ne recule devant rien, cette CSPE, elle est taxée également à la TVA à 20%. Donc 25,32%, vous tous, vous la payez cette taxe. Et 20% de TVA. C'est prodigieux, mais c'est un Eldorado, la France. C'est nous qui payons la destruction de notre modèle énergétique. C'est nous qui payons notre asservissement demain au gaz des régions qui en produisent, parce qu'il n'a échappé à personne que le gaz de lac est épuisé depuis 25 ans, dans les Landes, même si nous avons été producteurs de gaz, et que les écologistes nous empêchent d'aller prospecter quoi que ce soit en matière de gaz de schiste, si tant est que nous en ayons. Mais voilà la situation et l'aberration de ce projet qui veut mettre à genoux la France. Alors on parle de corruption et du service central de corruption et de prévention de la corruption qui a été dissous, mais il faut savoir que ces projets éoliens engraissent les consortiums, comme je l'ai dit, en achetant au prix garanti l'électricité, ça les nourrit bien. C'est une bulle financière. Il n'y a pas que moi qui le dis, il y a des économistes ou des hommes d'affaires qui le disent très sérieusement. Je pense à Paris Soumratoglou, qui est un énergéticien, qui est surtout un financier, grand ami de Borloo, qui a voulu investir dans l'éolien et le solaire en France, et qui finalement est parti, il est pas ça près, il a vendu la société qu'il a créée avec EDF, pour je ne sais plus combien, lui avait une part qui lui est revenue de 80 ou 100 millions d'euros, une paille, et il est parti dans les pays un peu plus chauds en disant bah, du soleil il y en a plus au sud, et du vent aussi, il y en a plus dans d'autres régions, donc, et puis en plus de ça, le modèle français est une bulle financière qui va exploser. Vous avez bien entendu qu'il va exploser. Il est bien renseigné pour savoir ce qui va se passer. À ce moment-là, nous serons à genoux et nous devons passer sous les fourches godines d'autres sociétés, d'autres États, et nous n'aurons plus d'indépendance énergétique, qui était un des atouts de la France, un des atouts pour les Français. Voilà ce que je dis. Il y a plein d'autres choses dans le livre, mais voilà ce que je dis et ce que je porte à la connaissance des Français. Et pourquoi ? Parce que je pense que c'est un vrai combat pour le réel. Nous vivons avec des gens qui se moquent de la France. Macron en est l'exemple type. Nicolas Hulot, notre ministre d'État s'il vous plaît, de l'écologie et de la transition énergétique. Ah oui, transition énergétique, ça porte mot. Hein, ça veut bien dire qu'on va faire une transition, donc on va casser notre modèle. Nicolas Hulot, qui sait, et là encore vous le lirez, qu'il est le patron d'une ONG, alors il ne l'est plus, il l'a passé la présidence à Audrey Pulvar, un modèle d'écologiste objective, je plaisante. Et Nicolas Hulot a été épinglé par la commission d'analyse financière de l'Assemblée nationale en 2011 parce que la fondation éponyme Nicolas Hulot est une fondation qui reçoit des fonds d'EDF, de L'Oréal et de TF1, normal, hein, Joya, TF1, Fondation Hulot, ça a du sens. Et puis, plein de donateurs, j'espère qu'il n'y en a pas dans cette salle, mais il y a plein de donateurs de bonne foi. Eh bien, la commission des finances de l'Assemblée, dans un audit qu'elle avait diligenté,
a retoqué cette fondation en expliquant bien que la Fondation Hulot vit et consomme 54% de ses dons en coût de structure. Les voyages de M. Hulot, si j'ose dire, ou les vacances de M. Hulot, les voitures de fonction, les grands hôtels, etc., etc. Voilà. Mais je pense qu'il faut savoir tout ça concernant les ONG. Il y en a bien d'autres pour lesquels les sujets sont identiques. Mais voilà ces gens-là qui sont des parangons de vertu écologique, qui prétendent nous apprendre ce que c'est que la protection de la nature et l'ordre naturel, alors qu'ils vivent en apesanteur, que ce sont les petits laquais du pouvoir, et de ce pouvoir qui n'a qu'une idée en tête, accroître le mondialisme, se mettre à genoux devant les papes du réchauffement climatique, qui est une aberration, le réchauffement climatique. Il y a un chapitre entier dans le livre sur ce sujet-là, et vous verrez que c'est édifiant. Al Gore, comme l'appelle Claude Allègre, c'est le grand bandit des temps modernes. C'est effarant, mais il est milliardaire, ne vous inquiétez pas. Il a bien réussi dans le réchauffement climatique, c'est du business. Et tout ça est au fond une façon d'accaparer, les ressources énergétiques. L'affaire Alstom, toute récente, tout le monde en parle. On ne veut plus parler du vrai sujet d'Alstom. Alstom produisait les turbines des centrales nucléaires françaises, les turbines de génération d'électricité. Qui le sait? Et qui sait que tout ça a été vendu en 2014 par Patrick Cron, je l'ai dit que ça, à GE, General Electric. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour l'entretien et la maintenance de nos centrales nucléaires, nous sommes à genoux, même sur les turbines, parce que nous sommes à la botte des Américains. Qui le sait? Nous ne sommes plus maîtres chez nous. Et donc, nous sommes en situation, sur le plan d'énergie, gravissime, et c'est un pan entier, et dans Alstom, tout ça a été fait pour finir par Siemens, qui maintenant prend la tête de la partie transport, de la partie construction-transport ferroviaire d'Alstom, qui était un des joyaux français. Mais c'est le mondialisme, ça. Les Français ont élu Macron. Pas vous, pas moi. Et on se plaint. Et je pense que véritablement, le combat des éoliennes, pour y revenir en 2 minutes, et c'est ma conclusion, le combat des éoliennes est parmi d'autres un combat où nous devons faire œuvre de pédagogie, et nous devons véritablement faire comprendre aux Français que, indépendamment du fait que ce soit une aberration énergétique, que ce soit une aberration économique, c'est un scandale politique, et c'est un moyen, un autre moyen, au même titre et en parallèle de l'immigration, de nous asservir. Or, nous sommes ici, me semble-t-il, dans une assemblée et un groupe d'amis, mes chers amis, qui veut le redressement de la France, et rien n'est perdu. Le désespoir en politique est une sottise. Battons-nous, et ce combat-là, c'est un combat de proximité, mais c'est aussi un combat stratégique. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci Roland, et je vous souhaite une bonne